penser du tout. Rien, c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. Se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout. Rien, c'est bien mieux que tout. Mieux de penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me mènent de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis au cerveau. Ces petits riens qui me viennent de vous. Mieux vaut ne pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien au cœur, méchant. Je vous en veux, Je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? tenez, Que voulez-vous? mais moi je veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, peut-être En moitié. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'ICP. Vous avez été conviés ce soir pour une soirée de la plus haute importance, qui n'aurait pu se faire sans mes camarades d'ICP Éloquence. L'éloquence, c'est avant tout un art, celui de convaincre, de véhiculer des émotions et de partager des sentiments. Cette démarche purement individuelle ne peut se concrétiser sans la présence d'un collectif. C'est pourquoi, merci. Merci encore à vous tous, chers publics, à l'association de l'ICP pour cette superbe prestation, et à vous, mesdames et messieurs les jeunes. Alors, me diriez-vous, cette introduction est plutôt correcte, mais concrètement, que faites-vous ici? Certains n'ont pas encore leur place pour le bal d'hiver qui arrive très prochainement, tandis que d'autres sont actuellement en train de crouler sous leur révision interminable. Alors, pourquoi ce soir? Bon, il y a maintenant 31 ans, c'est vrai que le temps passe vite, le 2 mars 1991, Serge, et pas n'importe lequel, Serge Gainsbourg, est mort. Il est peut-être un de vos préférés auteurs, compositeurs, interprètes, scénaristes, acteurs, multitâche. Je vous renvoie à sa page Wikipédia, ça ira plus vite. Il est même peut-être celui qui vous a tout simplement
donner goût à la musique, ou alors un simple artiste que vous êtes forcé à écouter. C'est peut-être d'ailleurs même avec ces musiques que vous vous dirigez tous les matins péniblement vers ce bel institut dans vos écouteurs. Un monument du XXe siècle, aux multiples conquêtes dont je tairai les noms pour que cette présentation ne soit pas trop longue. Mais, cette illustre personne a, comme tout le monde est voyez, une face cachée. Et oui, ce disciple derrière ce chanteur, des injures publiques envers un groupe de personnes, des incitations à la discrimination, à la violence publique, à la haine comme le film. C'est pourquoi, ce soir, il ne sera pas question d'un karaoké géant ou même d'un blind test, un petit peu de sérieux, mais bel et bien d'un procès fictif, comme vous y êtes sûrement habitués. Je me rappelle, il n'y aura aucune allusion politique tout au long de cette séance. Nous avons, comme d'habitude, des témoins, des plaideurs à l'accusation et à la défense, et enfin, des jurés. Jurés qui auront pour tâche de désigner le meilleur témoin et le meilleur plaideur. Et notre scène sera jugée en tenant compte des lois actuelles. C'est quand même important de le préciser. Maintenant que je pense avoir assez parlé, je vais laisser place à nos deux autres présentateurs, comme vous connaissez la parole, Zénaël et Mathis. Je ne sais pas si vous avez tous bien entendu, mais personnellement, je crois avoir entendu que tous ceux qui sont présents ici s'apprêtent à vivre le grand tribunal de laquelle on parle et c'était le prince. Et puis, cette divine présentation qu'on a fait mon cher Paul Kremer, met l'eau à la bouche. Ça y est, on y est. Et regardez-moi, cet amphi rempli. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et surtout, cet amphi orné de verre, de petits lutins verts, je dirais même. Qu'est-ce que c'est réconfortant! Donc, nos petits lutins, merci d'être là. Et ce beau public, merci d'être là aussi ce soir. Le public sera servi, car nous avons, pour l'occasion, fait appel aux fleurons, au gratin des orateurs d'ICP et de Cons. Alors, ne perdons pas de temps et commençons par l'accusation. La première témoin sera interprétée par une femme qui sent bon le sud-ouest, une femme qui nous rappelle la région toulousaine, la Gironde. Si vous la croisez après le procès et que vous lui demandez alors comment ça s'est passé, pas de panique, surtout pas de panique, elle va vous répondre un truc du genre oh, c'était gavé bien. Bon, malheureusement, à force de côtoyer des parigots tête de veau, son accent chantant s'est quelque peu estompé. Tout le contraire, d'ailleurs, de son éternelle joie de vivre. Mais ne vous y trompez pas. Cette petite femme aux cheveux rougeâtres est une redoutable oratrice. Sa présence ici ce soir confirme son statut de cadre de la discipline. Pour la deuxième année consécutive, elle jouera le rôle de témoin. Alors, il ne sera pas ici question d'un match du tournoi Destination, mais elle interprétera France-Galles, ex-ami de Serge Gainsbourg affirmatif, à qui il écrit une chanson un peu no comment. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Amélie Bonga. Du côté de la défense, je commencerai par vous présenter celle dont, je l'avoue, j'ai eu du mal à trouver du négatif. Mais bon, vous savez, avec mes grandes qualités, à force de creuser, on finit toujours par trouver notre tête en l'air officielle, d'une maladresse assez comique, dont on espère ce soir qu'elle ne fera pas tomber le public, ou ne tombera pas dans les mains, même si cela sera un très bon bêtisier pour nous. Mais franchement, derrière ce petit défaut se cachent de grandes qualités, et la plus grande, à mes
tâcherai de vous présenter juste après. Donc, Ethel, pour cette patience, tu as toute ma force et mon courage. Cette courageuse interprétera ce soir Juliette Gréco, la seule femme qui ait réussi à rendre nerveuse notre grande actrice, l'homme à femme. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Ethel Baudin. Dans le rôle maintenant de Boris Vian, écrivain, chanteur, véritable mentor de Gainsbourg, c'est en réalité celui qui l'a lancé. On retrouve un homme capable de tout. Il est, comme qui dirait, une tête. Vice-président du Moon, étudiant en droit et sciences politiques, défenseur de la cause animale, Il parle bien, il parle beaucoup, et avec un timbre. Mais même son sac qu'il porte à la Cato n'est pas aussi gros que son coffre de voix. Mais, ne vous déplaise, devant cette foule, il sera à l'aise. Comme il l'a été l'an passé, lors du trophée du meilleur orateur qu'il a bien failli glaner. En hurlant! Alors, mesdames, messieurs, une ovation pour Artus et Gésip, la pièce! Notre second témoin de la défense de ce soir est notre meilleur orateur de l'année 2022. Mais ne rêvez pas. L'année prochaine, nombreux qui sont présents ici vont essayer de le détrôner. Voilà pour moi. Avec cela, on pourrait le décrire comme celui qu'on ne voit jamais sans ses écouteurs. Et tout le monde se demande pourquoi. Peut-être que nous ne sommes pas aussi intéressants pour lui. Mais soyons honnêtes, quand il les enlève, il devient toujours une oreille attentive pour nous aider avec nos discours, même avant ce procès. C'est celui qui ira demander 5 minutes d'attention à un duplex rempli pour qu'on puisse essayer notre plaidoirie. Donc c'est vrai que pour cela, on le remercie tous. L'éloge suffit. D'ailleurs, avant d'en finir avec lui, je devais vous avouer que ce soir, j'ai fait une promesse, celle de ne pas parler de son âge. Nous faisons tous ensemble un pacte. Ce soir, Thomas a 19 ans. Notre jeune orateur, Thomas Potier, interprétera ce soir le poinçonneur des lilas. De vous à moi, si vous ne savez pas qui c'est alors que vous n'avez pas du tout suivi notre super communication. Et ça me fait extrêmement mal. Donc pour Thomas Potier, un tonnerre de... Les deux témoignages de l'accusation seront portés par une plaideuse, enfin, une oratrice d'exception, une femme un peu à part, je dois l'avouer, car il s'agit de notre président. Bon, un peu à part aussi, parce que quand elle nous parle, on a toujours l'impression que ça va pas, que le monde s'écroule, que du coup, ben, nous, on a peur, on se dit non, on a fait quelque chose de mal, qu'on va prendre un ouragan en pleine face. Alors qu'en réalité, ce qu'elle a à nous dire, vraiment rien d'effrayant. Elle est un peu aussi notre maman rouge, mais une maman qui s'en va, une maman qui essaime sa famille d'ICP et Éloquence pour faire le tour du monde à bord d'un projet haut. De Paris à Auckland, elle effectuera des missions d'éco-volontariat pour apprendre à agir pour le développement durable, sans jamais prendre l'avion, mesdames et messieurs, sans jamais prendre l'avion. Bon, je ne vais pas vous mentir, elle a besoin d'argent, donc pour vous l'attendrez à la sortie. Bon, après cette petite publicité malheureusement non rémunérée, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Ambre Doro.
retardataire de notre cher Étel. Pour lui, j'ai eu du mal à trouver du positif. Presque 2 ans que je le connais. Et vous voulez savoir quelque chose? Pas une fois, et je pèse mes mots, pas une seule fois je ne l'ai vu à l'heure. En presque 2 ans. Alors, soit il n'est pas à l'heure, soit il n'est juste pas là. Sans pour retardataire, à vous de choisir. Mais malgré cette absence, qu'est-ce qu'il a toujours son mot à dire? Sa remarque à faire, toujours ramener sa thèse. Il est d'ailleurs étonnant que depuis le début de sa présentation, il ne m'a toujours pas coupé la parole pour dire quelque chose. Tu es souffrant? De vous à moi, si un jour vous le voyez 2 jours d'affilée à l'université, prenez une photo. C'est exceptionnel. Cependant, si vous le voyez 2 jours d'affilée au bar, là, pas de photo. Ça demande sa 9e maison. Mais bon, j'exagère un peu quand même. Il existe quand même du positif. Tel que quand il daigne à être à l'heure ou être là, il arrive à être le 14e meilleur orateur au concours national. Donc bravo cela. Il est certes le vice-président de notre belle association et peut me virer à tout moment pour les mots que je viens de prononcer. Mais ce soir, notre retardataire sera le plaideur de la défense. Donc pour cela, le blanc, un sonard. Il nous faut aussi des personnes compétentes pour les juger, mais surtout les départager. N'oublions pas que nous sommes ici à un procès. Il faut alors s'entendre. C'est pour cela que ce soir, nous avons l'honneur d'avoir 3 jurés d'exception qui seront là pour analyser, observer et juger tout ce qui sera été dit. Et ce sont eux qui auront le dernier mot. Alors faites attention à vous. Il y a des oreilles partout. Laissez-moi alors vous présenter notre premier juré. Notre premier juré est maître Michael Michler, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, mais surtout spécialiste du droit de la musique. Comme sa spécialité l'indique, c'est un passionné de musique, grand connaisseur et j'imagine aussi grand interprète. En plus de cela, il est bien de rajouter qu'il est avocat de nombreuses personnalités publiques, mais ce soir, nous ne les évoquerons pas. Nous sommes là pour vous. Après ce que vous avez entendu, Maître est à mes yeux celui qu'on pourrait qualifier ce soir du plus grand connaisseur du domaine de la musique dans cette entité. C'est sa première année avec nous sur le banc des jurys, et non pas des accusés. Et même si vous risquez de l'entendre beaucoup ce soir, sachez que c'est un honneur de vous avoir avec nous. Maître, merci d'être là. Un tonnerre d'applaudissements. C'est avec honneur que nous accueillons notre présidente du jury. Et c'est un privilège pour moi, je dois l'avouer. Étudiant en information et communication, je ne peux qu'être comblé de la savoir parmi nous ce soir. Diplômée du CELSA, elle a entamé sa carrière de journaliste au Parisien et est rapidement devenue l'une des références dans tous les dossiers sécurité. Elle est chroniqueuse dans l'émission Les Informés chez France Info, chef de service adjointe, enquête, reportage et spécialiste police-justice pour France Télévisions, réalisatrice de plusieurs émissions du célèbre envoyé spécial d'Élise Lucet, en s'infiltrant notamment dans les coulisses de l'espionnage français. Elle est donc capable d'espionner des espions. Alors, tout ça pour vous dire que si vous avez des choses à vous reprocher, je vous conseille de quitter la salle maintenant. Maintenant. On l'a dit, honnête et dotée d'un fort caractère. Elle sera donc impartiale à l'égard de nos orateurs. Elle est également l'auteur d'un livre dont le titre est aussi long que son palmarès. Attention, j'y vais encore une fois. Le grand livre de la famille, tribu d'aujourd'hui pour s'en sortir, passer les crises et profiter de la vie. Mesdames, messieurs, Audrey Couta. Notre dernier juré est Maître Bertrand Perry, avocat au conseil spécialisé dans les arts oratoires. Ne vous inquiétez pas, Maître, nous nous souvenons de vos remarques constructives de l'année dernière
et nous avons tâché à travailler énormément dessus pour en recevoir de nouvelles. On a aussi essayé de ne pas trop en dévoiler du procès, que vous puissiez encore avoir le frisson de la découverte. Et croyez-moi, il y aura du frisson ce soir. C'est sa seconde année consécutive avec nous en procès. Bien qu'il nous ait déjà jugé l'année dernière, c'est toujours un honneur de l'avoir une année de plus avec nous. Et quand bien même le procès n'a pas encore commencé, nous espérons d'ores et déjà vous donner envie de revenir l'année prochaine. Car, comme on dit, jamais 200. Et surtout, à partir de la 3e année, vous aurez droit, vous aussi, à votre carte de crédit. Nous vous remercions d'être là ce soir, mais avec nous. Un tonnerre à vous. C'est alors sur ces mots que nous finirons notre présentation. Nous espérons vous avoir mis l'eau à la bouche et que vous allez apprécier ce procès. Et que le procès commence. Maintenant, mesdames et messieurs, que le procès commence. J'appelle à la barre un témoin de l'accusation, France Gall. Ah, Noirmoutier. J'y ai passé des super vacances d'été. Bon, en vérité, il n'y a pas grand-chose à faire la journée. Généralement, j'aide maman à préparer le déjeuner pendant que papa est en train de jardiner. Puis après, je m'en vais chercher des confiseries et puis je rentre pour le souper. Et puis ça y est, le temps d'un été est déjà passé. Papa, maman, Serge veut écrire une chanson sur mes vacances. Il a dit que ça allait rencontrer un succès immense. En plus, je savais que vous alliez adorer l'idée et puis en plus, ça va faire une publicité pour le vendeur de sucettes à Noirmoutier. Serge, on dit à la radio que la chanson a un double sens. On me parle de métaphore, de sexualité, de perte de mon innocence. Tu devais écrire une chanson sur mes vacances, pas une ode à l'indécence. J'étais consternée, complètement déconcertée. Ça, c'était ma 20e année. Mon entrée dans le monde des adultes ainsi que sur la scène musicale. Et à cause de toi, Serge Gainsbourg, je n'étais plus France Gall, mais Annie, qui aime les sucettes à l'Annie, qui lui coule dans la gorge. L'année 1966 restera gravée à jamais dans mon esprit. Et puis tu sais, à l'époque, tu as eu la chance de tomber sur plus fragile que toi, mais désormais je n'ai plus peur de quoi que ce soit. La poupée de cire que tu as tenté de façonner il y a de ça des années a disparu, en même temps que mon innocence que tu m'as volée. Alors ce soir, je le dis, Serge Gainsbourg, tu es un con, assurément condescendant, certainement pas confus, bien trop confiant, c'est un constat. Tu es un con. Même toi, tu le disais parce que de toute façon, la vulgarité parsemait tes dictées et tes idées. Oui, toi, Gainsbourg, ah, vous savez, la cigarette entre les lèvres, le Gibson entre les mains, une idée sale derrière la tête, une odeur de félin, des lilas à la forme Mustang, des comic strips à la javanaise. Ce ne sont pas des petits trous, encore des petits trous que tu laisses dans nos vies, mais des fosses géantes, des plaines béantes, et c'en était fini de mon innocence et de mes rêveries. 18 ans. C'est l'âge que j'avais quand j'ai décidé de chanter une chanson écrite par mon idole. 40 ans. C'est l'âge que tu avais, Serge, quand tu as décidé de faire chanter à une gamine des sales paroles. Puis un jour, j'ai essayé de comprendre un peu quel mécanisme pouvait t'animer, qu'est-ce qu'il avait bien pu se passer. Un verre d'abord, puis un second,
Et puis, doucement, la chaleur qui envahit ton corps, le stress qui s'évapore. Et puis ce sentiment de plénitude quand on y goûte une fois, elle prend possession de toi. Et puis je ne parle même pas d'alcool ici, mais bien de la scène et de sa folie. Et puis de toute façon, avec toi, Serge, c'était les deux, les excès de tout et pour tout. Une vie de passion, mais d'autodestruction. Toujours plus de whisky, toujours plus de clubs, toujours plus d'attention, toujours plus d'argent. Moi aussi, elle m'a attiré cette effervescence. Mais je me suis retenue de tomber. Alors que toi, dans l'alcool et dans le public, tu t'éloignais. On se retrouvait face à Gainsbourg et Gainsbar, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un homme talentueux au service d'une bête de scène. Et malheureusement, comme bien trop souvent, la bête a eu raison de son maître. Et Lucien Ginsberg, de son vrai nom, a fini par disparaître dans la collision. Finalement, je ne suis même plus énervée, moi. Honnêtement, j'ai même de la peine pour toi. Je suis déçue de voir ce que tu as fait de notre art. Déçue de voir tes velléités de pouvoir. Déçue de me trouver là, ce soir, au procès d'un dipsomane perdu, bien loin de l'artiste tant connu. Ah Serge, ah Lucien, tu étais musicien, mais tu ne sortais pas les trompettes, ah non, toi tu ne savais que de me jouer les violons. Jouer de mon innocence aussi, me garder sous ta baguette, tel était ton instrument de prédilection. Et puis tu sais, j'aurais pu me trouver du côté de la défense de l'art et de la liberté parce que chanter, m'exprimer, tel est mon combat préféré. Mais à mes yeux, tu l'as tant malmenée, cette liberté, que tu ne mérites même pas de l'invoquer pour qu'on te sorte du banc des accusés. Puis finalement, Serge, j'aurais aimé que tu sois là, ce soir, pour que tu vois que j'ai bien grandi, que les sucettes, c'est fini, et que désormais, je préfère un homme qui joue du piano debout plutôt qu'un monsieur assis sur son divan en train de regarder en jouer une jeune fille d'à peine 17 ans. J'appelle à la barre le témoin de la défense, Juliette. Un soir d'octobre 1962, Serge entrait chez moi, pour la première fois. Tout d'un coup, là ma femme disparaît, et Serge Gainsbourg apparaît, trahi par lui-même. Il ne me regarde à peine, il fait le balancier sur une jambe, puis l'autre, ses mains tremblaient, et soudain, son verre de whisky tombe en éclats sur le sol de mon salon. Je savais que j'intimidais parfois les hommes. Mais de là à intimider Serge Gainsbourg, celui dont les chansons passaient déjà en boucle dans les jukebox parisiens, je n'en revenais pas. Ce soir-là, je pensais qu'il allait me séduire, comme tous les autres hommes, comme il le faisait, d'habitude, avec tant d'autres femmes. Et je pensais finalement que nous finirions la nuit, comme d'habitude, dans mes bras. Je m'étais trompée. Gainsbourg était gauche, maladroit, timide. C'est comme ça qu'il a toujours été, et c'est comme ça que nous l'aimions. Mais
c'est aussi ce Gainsbourg que les journalistes ont tenté désespérément de capturer pour créer le spectacle. Que sommes-nous devenus? Je vous le demande ce soir, que sommes-nous devenus pour juger un homme dont le simple crime a été d'être lui-même? Gainsbourg vous a choqué? Il nous a tous choqués, moi y compris. N'est-ce pas le rôle d'un artiste? N'est-ce pas le rôle d'un artiste que de surprendre, que de nous choquer, que d'oser ce que personne n'ose? Alors ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous choquer. Je vais vous choquer sans doute. Et cela ne m'importe peu. Mais je n'ai jamais rencontré plus féministe que Serge Gainsbourg. Serge aimait les femmes. Oh oui, il les aimait. Mais il ne les aimait pas comme n'importe quel homme. Qui les aime le court temps pendant lequel il les désire. Serge aimait profondément les femmes. Il les adorait. Il les admirait même. À tel point qu'on pouvait même penser qu'il en était jaloux. Pourquoi, selon vous, Serge avait-il tant de succès auprès des femmes? Parce qu'il les méprisait? Combien de fois j'ai pu entendre parler de lui tel un porc, tel un sauvage vis-à-vis des femmes? Mais, mesdames et messieurs, ce soir, je peux vous dire qu'en tant que femme, des porcs j'en ai connu, des bourreaux même. Gainsbourg, c'était tout le contraire. Et d'ailleurs, je l'ai découvert cette nuit. Cette nuit où il aurait pu, mais où il n'a rien fait. J'aime la repenser à cette nuit. Cette nuit. Serge Gainsbourg, au piano, et moi, dansant sous l'effet du champagne. Et une mélodie, la javanaise. Cette nuit, nous nous sommes aimés. Nous nous sommes aimés par les mots, par la musique, et aussi sans doute grâce au champagne. Et nous nous sommes aimés le temps d'une chanson. Rien de plus. Il n'a pas été le premier à m'écrire une chanson d'amour. Mais pourtant, il a été le premier à ne pas m'en réclamer son dû. Il a été celui qui m'a fait voir les hommes autrement. Celui qui m'a fait réaliser la force qui était la mienne en tant que femme. Et finalement, celui qui a contribué à faire de moi la femme qui prend la parole devant nous. Alors ce soir, si je prends la parole, c'est pour redonner du sens à la sienne. C'est pour que l'homme qu'il a été ne soit pas noyé et oublié derrière les quelques mots maladroits que nous retenons de lui. Mon père disait que pour avancer, il faut d'abord se mettre en déséquilibre. Ce soir, je lui réponds que, apparemment aujourd'hui, lorsqu'on est en déséquilibre, on cherche à nous faire tomber. Gainsbourg était en déséquilibre. On pourrait même dire que c'était le déséquilibre. Aujourd'hui, Serge Gainsbourg est mort. Comment osez-vous vouloir le faire tomber plus bas? J'appelle à la barre le témoin de l'accusation, Boris Vian.
mots, n'importe quel jaja. Pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Cette chanson, je ne l'ai pas écrite pour toi, ça. Pourtant, c'est l'image que tu renvoies, l'image que tu transmets, l'image que tout le monde a de toi, l'image que j'ai. L'image d'un pauvre type, honteux, bourré, vaseux, friqué, et qui se dit de bonne volonté. Qui se dit artiste, qui se dit pianiste, et qui est juste fini, et qui le sait lui-même. Tu dis que tu provoques, et moi je ne vois que de la lâcheté. Et acquérir tes plateaux télé, on dirait que tu veux tous les faire cracher. Pour rester dans le domaine de l'aéronautique, si tu relèves plus du Canadair que de l'avion de chasse. Gros, rempli, et pas de flotte. Même plus foutu de prendre une photo dans tes mains sans trembler chez Sabatier. 3 clopes à la minute, mais tu pollues plus que Bolloré. Et puis t'insultes. Ah waouh, quel courage. Le recours à l'outrage. Pour toi, il n'y a plus que l'outrage. L'outrage pour emmerder, l'outrage pour exciter, l'outrage pour exister. Mais comment est-ce possible qu'un jour, bébé, t'es aimé? Serge, mon ami, mon frère, je t'en veux. Je pardonnerai jamais. Toi et moi, on était les mêmes. Malsains, drôles à faire pleurer. De vieux chameaux, de vieilles canailles. On était différents, mais on n'était pas méchants. Serge, mon ami. Mon frère, comment as-tu pu? Ton talent, qu'en as-tu fait? Poète maudit que tu étais, poète bandit, pourquoi as-tu voulu sombrer dans la vie des marchands de provoque, habitant de la cité des arts, qui après avoir écrit la symphonie de Nelson Melody, n'a pas reçu la méritée reconnaissance et a fini dépité par écrire la décadence? Serge, mon ami, mon pote à moi, que restera-t-il de tes mots d'antan? Les gens se souviendront-ils de tes poèmes d'autrefois? Garderont-ils en mémoire le brûleur de billets, l'ivrogne décadent, le libidineux enfumé, comme en noirceur de tes cendres de cigarettes voilà enfumées? Toi, le peintre des beautés citadines, le poinçonneur des lilas, le chantre de John Jane et les amoureux conduits, fallait-il céder aux sirènes à scandale? As-tu fini par te prendre par claque? Toi qui chantais Verlaine très vert, pourquoi avoir laminé ta poésie d'image choc et vulgaire? Cette expression de liberté que la chanson t'offrait, celle que je t'avais transmise, celle que tu trouvais esquive, te permettant de dénoncer, d'acclamer, de moquer, de baiser, mais tu l'as bafouée. Et avec elle, tu as blessé. Tu nous as humiliés à cause de tes travers, fait des chansons salies, haïes, vulgaires, préférant aux mots de poésie ce qui vocifère, laissant les mots jolis, vrais, crus, pauvres et sincères, sombrant dans les abysses d'un pitoyable fuck la police. Serge, l'homme failli, l'artiste infini, le traître de ses pairs. Ne pouvais-tu rester poète? Pourquoi fallait-il que tu ne sois qu'un homme? Un homme rongé, un homme dégonflé, tombé dans la facilité des succès de l'été. Tu t'es vendu, et de la pire manière, entraînant dans ta chute la profession tout entière, et ce précieux respect que t'accordait ton père. J'ai cru en toi. J'ai vu. Ici. J'ai dit à l'artiste de ranger son chevalier. Et dans la chanson, de mettre son pied à l'eau. Si j'avais su, mais jamais je ne t'aurais donné cette chance. Quelle honte pèse sur moi de t'avoir élevé, de t'avoir protégé, de t'avoir sauvé de la désespérance, de la méconnaissance, de t'avoir empêché de toujours les Gréco finir par t'abîmer. Tu ne pouvais pas.
Tu ne pouvais pas t'empêcher de nous humilier, de nous insulter. Tu nous craches et t'achètes de ton nom à la gueule, et ça semble t'amuser. Et tu prônes l'irrespect et la simple méchanceté. Mais mon pauvre gars, t'as peur pour ta vie. T'insultes juste pour être sûr d'exister. Gainsbourg, mon ennemi, mon adversaire, l'assassin de mon frère. Comme un boomerang, vers de vie. Je reviens avec les anciens. Et je pleure. Je pleure. Toi-même, tes chansons servent. Je les assaillis. Les histoires belles de ta place, à la force des images, les bassesses d'hommes, ignorent-elles la création. Et moi, je n'ai rien. J'ai laissé le pauvre Luc se mutiler. T'as abandonné l'effort et la beauté de l'art, comme t'as abandonné Natacha et Paul, les deux premiers guerriers. La connerie, comme tu dis si bien, ça n'est pas. La connerie, ce n'est pas la décontraction de l'intelligence. Non, la connerie, c'est d'avoir oublié le poète que tu es. Et si, ce soir encore, tu bois, pour ne plus voir ta gueule systématiquement, je comprends. Mais n'oublie pas que c'est toi qui l'as faim, et toi seul. Alors dommage. Dommage qu'au lieu de nous avoir esquissé les nymphéas, tu nous aies craché derrière. J'appelle à la barre le transfert des villas à la défense. Il faisait sombre et l'endroit était désert. Il est entré sur le quai, s'est approché de mon portillon. J'ai dégainé et pas. Un petit trou. J'ai repris ma lecture du Reader's Digest, un magazine à grand tirage que je parcours entre deux rames de métro à la station Porte des Lilas. Je suis affecté. Il n'avait pas bougé. Il restait planté là, le con. J'ai commencé à avoir peur. Je me suis demandé ce qu'il me voulait. Je me suis dit, lui, s'il cherche le grabuge, je vais lui mettre un vent de poinçonneuse, ça va le calmer. Mais non. Il me regardait simplement. Moi, le poinçonneur des lilas, le gars qui prend, et qu'on me regarde. Il aurait pu tourner les plateaux. Il aurait pu s'il allait sur un avion, sans un merci, sans un bonsoir, comme les autres. Après plusieurs secondes d'hésitation, il m'a demandé d'une voix timide quel était mon plus grand rêve après une journée de travail. Je lui ai répondu remonter à la surface, voir le ciel. Alors, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai toujours un grand sourire illuminer son visage. Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur Blacourt, nous ne le savons pas encore, lui et moi, ce jour de mars 1957, et ce ticket de seconde classe sera son ticket d'entrée dans la cour des grands. Ce petit trou, celui qui le fera percer dans le milieu de la chanson, le poinçonneur que je suis, c'est la première source d'inspiration. Après être resté à quai pendant de nombreuses années, le train Gainsbourg est enfin lancé. À l'origine de ce départ, le geste désintéressé d'un artiste en devenir, un homme qui a plein de tickets avec les femmes et qui s'intéresse à celui qui les valide. À celui qui fait des trous, des petits trous, encore des petits trous, toute la journée. Oui, mais voilà. À un moment donné,
le train déraille. Du moins, c'est ce qui a été religieusement attesté à la barre, par les témoins de l'accusation. Et quels témoins? J'en viens de donner ce que je fais là, moi, un poinçonneur à la retraite, dont le métier d'ailleurs a disparu. On m'a un peu aidé, bien sûr, pour préparer ce discours. Je ne suis pas un intellectuel, encore que, si j'ai bien écouté le témoignage de la France Gall, elle aussi, parfois, mais du temps à comprendre les sous-entendus. Je ne suis pas un artiste, comme Anne Gréco, comme M. Gainsbourg. Quand Serge Gainsbourg s'arrête devant une poubelle, il voit apparaître des têtes de rectangle. Fasciné par le contraste entre les couleurs chaudes d'une bouteille de whisky et les couleurs froides d'une bonne banane. Moi, quand je m'arrête devant une poubelle, je m'arrête devant une poubelle. Quand Serge Gainsbourg croise le poinçonneur des Lilas en 1957, il écrit son premier chef-d'œuvre. Moi, quand je croise un agent de la RATP aujourd'hui, j'ai envie de fredonner. Je suis poinçonneur, contrôleur du métro, le type qui scanne les places Navigo. Y a pas souvent de contrôle, mais c'est pas drôle. Quand t'as envie de tourniquer, qu'on te demande ton ticket. Des petits scans, encore des petits scans, des petits scans, des petits scans, toujours des petits scans. La pluie tombe en panne, cardinal le moine. Non, je ne suis pas un artiste. Serge Gainsbourg parlait à un poinçonneur comme il aurait parlé à une star internationale. Serge Gainsbourg était sans filtre, avec sa gitane, mais sa parole n'était pas toxique. C'est le réel qui est toxique. Sa parole en est le bon. Moi, qui plus que vous tous ici, ai connu la solitude, confiné dans le portillon, comme un accusant de son box, à faire des trous, des petits trous, encore des petits trous toute la journée, je peux vous dire que l'indifférence est la fière des souffrances. Alors non, le train n'a pas déraillé. La liberté d'expression, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, du point de vue d'un pauvre bougre comme moi, ça n'est pas simplement la liberté de dire ou de provoquer, encadrée par un texte de loi. La liberté d'expression, c'est aussi de communiquer avec moi, avec vous, avec tout le monde, qu'il soit nanti ou mal loti. Puisque liberté, c'est un devoir. Et c'est à force de négliger ce devoir, c'est à force de passer devant moi, à la vitesse du drame de métro, à ses métiers, direct par le Valois, et de repartir sans rien dire, sans un merci, sans un je t'aime, qu'on incite à la haine, les gars comme moi, qu'on incite à la violence publique, les types lambda, qu'on injurie toutes ces personnes que l'on croise, mais que l'on ne regarde pas. Tout à l'heure, j'ai été au cimetière du Père-Lachaise, déposé sur la tombe de Serge Gainsbourg un énième ticket de métro, noyé au milieu des hommages rendus par ses femmes depuis 1991. Ce soir, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous ai apporté des lilas, même si les fleurs, c'est périssable. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. Et ce soir, mesdames et messieurs, j'ai cette lourde tâche. Celle d'être la personne que vous n'aimez pas, pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Là dehors, une ennemie bien plus redoutable que la personne contre qui je requiers ce soir m'attend. Elle est bruyante. Elle est percutante.
Et elle est surtout très convaincante. Oui, c'est bien de l'opinion publique dont je parle. Celle qui fait que dans vos têtes, actuellement, vous dites « Non, mais c'était Serge Gainsbourg ». Alors je vous en supplie, je vous en conjure, ne cédez pas à cette facilité. Et rappelez-vous que cet ordre public, que cette opinion publique, vous n'avez aucun compte à lui rendre ce soir, dans cette salle, ici et maintenant. Si tout homme a le droit d'être défendu, aucun n'est exempt d'être jugé pour ses actes. Et ce soir, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, votre tâche est des plus difficiles, car ce n'est pas une, ni deux, mais bien 3 personnes dont l'avenir dépend de ce procès. Assis au dernier rang, un petit garçon timide regarde d'un air attristé l'homme pervers, violent, débauché auquel le destin est lié, mais qui lui paraît pourtant si étranger. Cet enfant, c'est Lucien. Lucien Ginsberg. Artiste en herbe qui grandit sous le joug de l'occupation nazie, il se rend compte aujourd'hui qu'après avoir échappé à l'enfer, c'est lui-même qui flinguera sa vie. Devant moi, le vide laissé par M. Gainsbourg, coupable spectateur du procès qui regarde le meurtrier qui l'a suicidé. Pourtant, il était un artiste prometteur aux yeux de ceux dont la renommée n'est plus approuvée, comme en a témoigné M. Boris Vian. Mais il se laisse peu à peu entraîner par la magie du succès et quelquefois ses abus, laissant entrevoir sa face cachée sur un air de chanson d'été. Et enfin sa gueule, Gainsbourg, entité perverse qui a toujours suivi l'artiste, mais qui ne fut nommé que sur la fin de sa vie. Lucien était bon, Serge était brutal, mais c'est bien Gainsbourg qui était le brigand, le truand. Et s'il me paraît inutile de revenir sur les témoignages qui ont pu vous montrer toute l'infamité de ce personnage, permettez-moi de vous rappeler que ces exemples font partie d'une liste interminable. Il dénigre les femmes, se tape d'une misogynie, insulte de pute Catherine Ranger et manque par là même de la violenter. Il insulte des auteurs de talent, fait rimer Guy Béard avec « Qu'est-ce qu'il a, l'autre connard ?» Et si les sucettes à l'anis pouvaient nous faire douter, les Moniceste, chanson dans laquelle il dit à sa fille « L'amour que nous ne ferons jamais ensemble » est l'apologie de sa perversité. Finalement, à défaut d'avoir suivi la voie du poète, des artistes majeurs, la provocation devient son seul moyen de rester dans la postérité. Vous savez, on se prendrait presque de pitié pour cet homme. Lui qui a tout détruit, jusqu'à sa vie de famille. Là où on retrouvait Jane et Gainsbourg, une princesse, dans 15 bars, il ne reste désormais plus que Gainsbourg seul dans sa chambre noire. Mesdames et messieurs, l'accusé est ici pour comparaître des délits d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes et incitation à la discrimination, à la haine et à la violence publique. C'est pour cette raison que le ministère public demande la peine maximale, à savoir 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Peine nette, certes. Et peine symbolique. Car ce procès surpasse le simple cas de Serge Gainsbourg. Pour la première fois, cette cour ose poser les mots justes sur des actions d'un homme trop longtemps excusé. Et au nom de quoi, mon cher collègue? Ah, c'est ça, la liberté d'expression. Cette entité trop souvent malmenée, trop souvent bafouée, trop souvent invoquée pour défendre tous ses excès. Si l'on dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, cela n'est pas pour rien. On oublie trop souvent que sans cette limite, la
liberté se meurt. Et nous ne choisirions pas le bon défenseur en choisissant Serge Gainsbourg pour la liberté d'expression, car c'est lui qui l'a mise à mal. Et j'insiste, il ne s'agit pas d'erreur, de parcours. Gainsbourg, c'est toujours plus d'abus, c'est toujours plus de clopes, c'est toujours plus de provoques dont il a toujours joué à défaut que personne ne lui dise quoi que ce soit. C'est normal, c'est Gainsbourg. Mais allons-y franchement alors, ne soyons pas timides et posons les mots. Caroline Grimm devait être susceptible de prendre mal ou d'être insultée de bouche à pipe. Burga aurait eu tort de s'indigner face à l'artiste qui brûle un billet de 500 francs. Et puis Whitney Houston, alors ça en parlons-en, mais quelle honte! Le fait de se vexer parce qu'on lui a dit « je veux te baiser ». Non mais plus sérieusement. Il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien dire, que nous ne pouvons plus utiliser l'art pour faire passer des messages, pour oser, comme vous l'avez dit, Madame Greco. Et ce procès en est l'essence même, en étant le théâtre de débat et de confrontation, mais débattu avec respect. Et puis, ceux qui sont pour la liberté d'expression sans limite, eh bien qu'ils commencent par ne pas en imposer à d'autres. Être artiste, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. C'est un moyen de pouvoir s'exprimer de 1001 manières différentes, sans jamais que deux œuvres ne se ressemblent. C'est la porte ouverte à un pouvoir que beaucoup de personnes n'ont pas, celui de s'exprimer publiquement, sur tout ou sur rien. Et si aujourd'hui les artistes ne sont pas condamnés pour leurs textes et les messages qu'ils véhiculent, c'est bien parce que l'on peut distinguer le propos fictif de la personne qu'il est. Mais ce soir, quelle distinction faisons-nous? Vous savez, je suis très attachée à cette liberté d'expression. Moi aussi, j'ai lu le Jacques de Zola. Moi aussi, je me suis émue devant le dernier jour d'un condamné. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, je suis charmée. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que choisir Gainsbourg pour défendre la liberté d'expression, ah ça non, jamais je ne le tolérerai. C'est comme demander au bourreau de défendre sa victime. C'est comme demander au dictateur de défendre les droits de l'homme. C'est comme demander au marquis de Sade de défendre la vertu. Pour France, pour Boris, pour Guy, pour Whitney, pour tous les autres, même le petit Lucien. Faites en sorte que ce combat de 300 ans d'humanité ne soit pas vain. Mes chers collègues, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous direz, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. D'abord, petite page de remerciements. Merci, monsieur Boris Vian, de nous avoir appris que lors d'un procès pénal, les chefs d'accusation pouvaient ne plus être un poète ou de ne pas être très sympa. Merci également, chers confrères, pour votre magnifique plaidoirie. Vous aussi, vous m'avez appris quelque chose. J'ai appris qu'on pouvait enfermer un mort. Et maintenant, nous allons vraiment passer aux choses sérieuses et défendre un homme que j'admire. Mon client est coupable. Il est coupable de tout ce qui lui a été reproché et de bien plus encore. Coupable d'avoir parlé, coupable d'avoir chanté,
et surtout coupable d'avoir vécu. Et pourtant, malgré cela, je demande à l'accusation de s'excuser. Je lui demande de s'excuser de nous avoir tous convoqués ici pour nous mentir. Je lui demande de s'excuser d'avoir fait passer le procès d'un principe pour le sauver d'un autre, pour le simple crime, était d'avoir été Serge. Vous savez, en général, les avocats ne font pas de concessions, ou des petites. Moi, j'en fais. Et j'en rajoute. Je vais aller plus loin, beaucoup plus loin, chercher l'outrage pour me rendre hommage. Madame la Présidente, Monsieur le Plateau, chers frères, chers témoins, chère audience, chers tous. Mon héros, je le dis, vous m'emmerdez. Je ne vous aime pas car vous nous faites perdre notre temps. Ai-je le droit de dire cela? Suis-je allé trop loin? N'est-ce pas finalement tout le sujet de ce procès? C'est ce que vous voulez. Vous voulez transformer le procès d'un homme coupable en procès d'un principe bien plus grand que nous tous et qui ne sera jamais tranché, la liberté d'expression. Et bon, puisqu'on a fait déplacer la cour, autant rentrer dans le faux vif du sujet. Serge connaissait ses limites. C'est la raison pour laquelle il allait plus loin, toujours plus loin. Et les gens qui laissaient. Que ce soit en 1979 ou en 1984, peu importait le plateau, les gens voulaient voir. Ils voulaient entendre Serge. Ils voulaient l'entendre dire que la pornographie c'est dégueulasse. Ils voulaient l'écouter chanter avec Madame France Gall, les sucettes. Madame Yannick Blanc à l'heure. Pendant 30 ans, le poinçonneur des médias a joué de la provocation pour le bon vouloir du public. Et maintenant, il devrait plaider coupable. Aujourd'hui, ils vont nous toujours provoquer comme nous. Ils vont nous toujours brûler des billets, même si, par les temps qui courent, le prix du gaz est plus cher. Pouvons-nous toujours être ivres? Pouvons-nous toujours parler? Sachez que je ne divulguerai aucun nom de chaîne, de provocateur télévisuel ou de personnage public de notre temps, car nous devons nous concentrer sur la bêtise de ce procès. Aussi, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train d'affirmer que c'était l'époque qui voulait ça, que c'est pas grave, c'est toujours pareil. Ne va-t-on jamais se lasser de ce jeu de pouvoir? Réfléchissez. Les médias reflètent ce que disent les gens. Et les gens reflètent ce que disent les médias. Vous savez, les gens exigent la liberté d'expression pour compenser leur liberté de penser. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté de parole. Les gens usent du droit de se taire, par peur de s'exprimer, de choquer, de déplaire. Serge lui s'en moquait. Il disait les choses comme elles étaient, il était proche des gens et proche de la. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est la décadence qui prend le dessus. Cette danse qui ne se danse pas comme les autres et qui, par son aura, nous enferme derrière des principes qui n'existent plus. Serge usait de la liberté d'expression, s'usait lui-même d'ailleurs. Et sa liberté de penser, elle, n'a jamais fait. Alors, c'est la question que je vous pose. À l'aube de l'ère du procès de la liberté d'expression, allons-nous encore débattre de savoir s'il faut condamner nos clients,
s'il faut condamner les médias, les gens, la France, le monde. Je suis d'avis qu'il n'y a aucune incitation à la haine dans les propos de certains. Je ne pense pas non plus que nous devons élever le débat plus haut qu'il ne doit être. Et bon, encore une fois, vu qu'on a fait déplacer la cour, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération des frontières. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, enchaînez-vous. Ou enchaînez-moi à sa place. Car qui ne s'est jamais laissé enchaîner ne saura jamais quelle est la vérité. Je vais laisser les jurés délibérer. D'abord, on voudrait tous vous féliciter. Vous avez été formidables, vous avez été percutants, vous avez été émouvants. Vraiment, on a passé un moment intense à vous écouter. Et je dois dire qu'on était tous d'accord pour saluer la grande qualité de votre travail, de votre concentration. C'est pas simple de parler en public. Et vous le faites très bien. On voit bien les futurs magistrats, avocats, je ne sais pas ce que vous deviendrez plus tard. Mais en tout cas, cette capacité à s'exprimer en public, bravo. Bravo à tous. Alors, nous nous sommes répartis le territoire, sachant que vous avez la chance d'avoir 2 avocats, 2 vrais. Moi, je suis journaliste. Donc, nous avons décidé que vous allez vous occuper donc du sort des témoins et vous du sort des plaignants. Des plaideurs, des plaideurs. Voilà. Heureusement que je m'en occupe pas. Donc voilà, on commence par... Allez. Allez. Et je vais m'occuper des témoins puisque c'est la tâche qui m'a été assignée. Pour autant, je ne peux pas ne pas dire un mot de ce qui est venu avant les témoins, à savoir cette ode musicale, ce petit prélude étonnant par des jeunes gens qui chantent du Gainsbourg alors que généralement ils draguent dans des rallyes. D'ailleurs, probablement, alors ils sont en train d'animer le gala de Saint-Jean-de-Passy, et pour autant ils s'encanaillent un peu, le frisson de l'interdit, et ils chantent des horreurs avec des petits pulls façonnables. Enfin, c'est très ICP, c'est-à-dire que on les respecte pas trop. Et donc, évidemment, un immense merci à ces jeunes gens. Ça m'a tiré de mon cabinet pour arriver à un concert. C'est assez rare, je dois dire. Il n'y avait aucun sas de décompression. C'était formidable. En plus, une chanson que je ne connaissais absolument pas. Donc, vous leur transmettrez. Franklin n'est pas si loin. Donc, vous leur transmettrez mes amitiés et toute mon admiration. Ils étaient vraiment très bons. Après, il y a eu évidemment ce garçon un peu chevelu. Alors, bien évidemment, c'est une jalousie capillaire de ma part. Il a ce que je n'ai pas. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce garçon avait pour seul objectif, très clairement, dans cette soirée, de repartir avec la présidente. C'est lui, une espèce de désir, pas du tout oratoire. Le mec se fout
toute la parole comme tu le dis, tu vois, très clairement, il a... On se calme. Nous sommes au 21e siècle. Après, vous lui réserverez le sort qui convient à un fruitier de cette nature, mais véritablement, je crois qu'il nourrit des espoirs. Après, nourrir est une chose et s'alimenter est autre chose. Bien, et donc venons-en aux témoins, qui étaient au nombre de 4, à commencer par ces jeunes filles. Alors, c'est amusant parce que malgré tout, cette soirée m'a plongé dans des abîmes de perplexité sur vos capacités visuelles. Vos capacités oratoires sont hors de doute, mais vos capacités visuelles sont étonnantes, puisque à plusieurs reprises, on nous a dit « Mesdames les membres du jury », oh, c'est d'ailleurs le poissonneur de Lila 3 fois, hein, qui a vu plusieurs femmes, alors je ne sais pas. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, alors je ne sais pas qui de mon frère ou de moi relève congé maternité, peut-être que finalement c'est nous deux ensemble, que la Présidente est le seul véritable homme dans ce jury, mais d'ailleurs c'était quelque chose qui a été partagé avec l'accusatrice qui a dit Mesdames et Messieurs les membres du jury, donc là encore, il y a à l'ICP une appréhension du genre local, disons, je ne porte pas de jugement, je constate que votre appréciation de la différenciation est pas aussi manifeste qu'au moment où vous étiez à la manif pour tous. Une jeune personne m'a proposé à moi d'avoir ma carte d'étudiante. Là encore, je ne demandais pas tant, enfin, je suis à la fois étudiant et opéré, enfin, une sorte de jaillissement unique qui me ravit et qui m'offre une seconde vie finalement. Enfin, je vais pouvoir être une femme. Et donc, pour ce qui est des témoins, donc France Gall, hein, mon fantasme de jeunesse, enfin pas vous directement, mais celle que vous incarniez, oui, quand j'avais votre âge, j'avais des posters, ne me jugez pas, enfin voilà, je ne me demande pas ce que vous avez. Oui, parce que je parlais de votre acuité visuelle, parce qu'on a pensé que vous aviez des cheveux rouges. Enfin, ça va pas bien, le mec est complètement cintré, enfin, ou alors, c'est encore une technique de drague assez personnelle, mais les cheveux rouges, enfin, ça n'a pas de sens, mais vous aviez toute mon affection, puisque pour moi, France Gall, voilà, c'est pas... là encore, France Gall était un peu pour moi ce que la Présidente est pour vous, si vous voulez. Un être inaccessible. Et donc, voilà, j'ai infiniment d'affection pour ce que vous avez fait, parce que vous avez réussi à incarner, finalement, dans ce qu'était France Gall, hein, c'est-à-dire vos vacances à Noirmoutier, en fait, hein, parce que, évidemment, il faut aussi vous passez pas vos vacances à Dunkerque, et donc, les années où vous ne pouvez pas avoir la ligne de Ré parce que vos cousins ont la maison, bien, vous allez à Noirmoutier comme une sorte de déchéance. Sinon vous ne seriez pas à l'ICP encore une fois. Vos parents payent les SF, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, cette maison à Noirmoutier, on l'a évidemment complètement visualisée. Même si le plaideur de l'accusation vous a qualifié de gamine visiblement majeure. Alors, je vous le dis, il y a des soirées à l'ICP, hein, probablement, donc majeur, visiblement majeur. Effectivement, la question de savoir l'âge de la personne est importante dans la qualification pénale. Enfin, je vous le dis, c'est plus cher si elle est mineure. Donc, faites attention tout de même, hein, puisqu'elle nous dit qu'elle avait 20 ans au moment des faits. Vous étiez merveilleuse, vous avez dit, les sucettes, c'est fini, c'est vrai. Ah, il faut que je vous le dise, hein, c'est dommage, mais vous étiez infiniment talentueuse, chère France Gall, donc vraiment, vous avez été à la hauteur du souvenir que j'avais de vous. Ah, je continue avec vous, Juliette Gréco. Juliette Gréco, quel bonheur. Alors, c'était un bonheur parce que vous tenez la thèse selon laquelle Gainsbourg est le premier féministe. Alors, avec vos confrères, on a plaidé des conneries. Hein. On est payé pour ça. Hein. Mais Gainsbourg, premier féministe,
celle-là, faut la faire, parce que c'est franchement Michel Fourniret à l'UNICEF, si tu veux. C'est possible, mais c'est ambitieux. Mais c'était très bien fait. Et là encore, parfois, on a contact avec des juges qui nous disent « Maître, c'était bien fait, mais non. » Et donc, on le sait, on a tous plaidé ça, c'était absolument brillant. Vous avez dit des porcs, j'en ai connu pas du tout. Enfin, peut-être lui qui ne vous mérite pas, mais non, vous valez infiniment mieux que ces porcs, vous avez beaucoup de talent. Vous avez incarné une Juliette Gréco très crédible, très vibrante, très authentique, et manifestement c'est quelqu'un pour lequel vous avez de l'affection, de l'attachement, dans ce qu'elle a pu être, elle, finalement, pour Serge Gainsbourg. D'autres n'ont pas été cela, et c'était en cela que vos témoignages se télescopaient de façon pertinente, c'est-à-dire que finalement, chacun a connu probablement un aspect du puzzle Gainsbourg, et donc le décrit de son point de vue, comme chacun décrit sa vérité, et donc vous l'avez décrit avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'affection, et à propos d'affection, je dois vous dire, alors c'était tout à fait charmant, je ne veux pas être personnel, mais manifestement, il y avait deux personnes dans la salle qui vous regardaient avec des yeux, mais alors, ils étaient là, et alors, ils avaient leur téléphone portable, et à la fin ils se sont dit, c'était drôlement bien, mesdames, messieurs, c'était vraiment drôlement bien. Bien, alors, nous avons ce garçon qui arrive bourré dans un tribunal. Bon, et puis alors, chez vous, il y a un décalage entre l'image et le son qui est étonnant. Enfin, vous donnez l'image d'un mec bourré avec une cravate de petit bourgeois, c'est tout à fait étonnant. D'abord, on nous a dit que vous étiez, non pas sensible à la cause animale, ce qui aurait pu être vrai, mais sensible à la cause Hannibal. Je ne sais pas si Hannibal Lecter était là, oui, parce que il était déjà tout émoustillé à l'idée d'une déclaration qu'il allait faire et qui se rapprochait, et donc comme il n'en a strictement rien à foutre de vous, puisqu'il est beaucoup plus intéressé par la présidente dans son hétérosexualité banale et décevante, eh bien, il en prend à Hannibal Lecter, probablement, qui est un Hannibal Lecter un peu chevelu, qui va dans les mêmes rallyes, d'ailleurs on ne va pas vous regarder, hein, pour que vous puissiez rejoindre vos petits camarades. Alors donc vous étiez effectivement complètement bourré, et puis il y avait le côté tu pollues plus que Bolloré. Ah, le Louis Boyard de lycée. Vous étiez merveilleux, cher ami, vos parents vous déshéritent trop quand ils apprennent que vous avez voté LFI. Ça n'est pas grave, il restera à la maison à Bordeaux, qui est notre voisin. Ensuite, nous avions le poissonneur des lilas. Ah, le poissonneur des lilas. Quel talent. Quel talent d'abord. Le physique, le costume, c'est magnifique. Et puis vous êtes un vrai plaideur, vous n'avez rien sur votre pupitre. Vous vous laissez porter par la grâce des mots qui viennent ou qui ne viennent pas, mais ça c'est notre destin commun. Parfois ils viennent, parfois ils restent un peu rétifs à l'arrivée sur nos lèvres. Vous aussi, hein, donc madame, monsieur, c'est pas très clair pour vous, mais finalement, vous avez dit que vous aviez 19 ans, parce que vous avez quelques coquetteries sur votre âge, mais voilà, il vous reste encore toute une vie pour savoir si on est monsieur, madame, finalement, ça peut être une surprise féconde à chaque aventure. Je me réjouis de pouvoir, non pas vous limiter à des catégories surfaites. Alors après, il se pose la question pour vous du chant. Ah, ça c'est toujours une question. Est-ce qu'il fallait qu'il chante? Ou est-ce que finalement il aurait pu se retenir? Mais après tout, quand on a du talent, non pas un talent de chanteur, enfin soyons très clairs, mais sur les choses sur la table, vous chantez très mal. Enfin, vous témoignez très bien. Donc la question est-ce que finalement le mec n'est pas un espèce de déglingo qui n'en a rien à cirer, qui dit moi je suis très bon, je le sais et vous avez raison de le dire, et donc oui, je vais chanter. Après tout, pourquoi pas? C'est votre soirée. Vous cherchez peut-être à faire une audition pour intégrer le groupe des petits cadeaux du démarrage. C'est possible, il faudra vous raser hein, quand même. Mais finalement, peut-être qu'après tout, alors les écus étaient un peu hauts. Hein, vous l'avez senti d'ailleurs. Il faut fumer de la gitane de maïs comme Serge Gainsbourg pour arriver à cela. Vous étiez un merveilleux
Poissonneur des Lilas, cher Thomas, puisque je crois que c'est votre prénom. Vraiment, c'était remarquable. Et je me dis que, allez, finalement, rien que pour vous voir, j'irai en manger. Vous aviez tous les quatre infiniment de talent, mais il me faut remettre le prix, puisque je crois que c'est ma mission, mon ultime mission. Et donc, le jury, après en avoir délibéré, attribue le prix du meilleur témoin à Thomas, le poissonneur. Ok, merci. Je vais être moins sur l'été, on va dire, humoristique, parce que je vais parler aux plaideurs qui ont extrêmement bien fait leur travail dans un exercice extrêmement casse-gueule aujourd'hui, puisque vous faites un procès imaginaire de Gainsbourg sur un aspect très particulier qui est la liberté d'expression et qui demande énormément de qualifications juridiques des faits qu'on reproche. N'oubliez pas que la liberté d'expression, c'est effectivement un droit ultime, comme la défense l'a rappelé, mais un droit ultime qui connaît sa limite. La limite, c'est la liberté d'expression qui est extrêmement encadrée. Et quand on est sur ce type de procès qu'on veut absolument tenter de faire condamner quelqu'un, ça demande non pas simplement de se résumer à l'invocation de principes généraux, mais ça demande de faire le travail extrêmement précis et très délicat de la qualification de l'accusation et des propos exacts qu'on reproche à la personne qui. Si vous n'êtes pas dans cela, vous serez débouté de votre accusation, vous perdez le procès en diffamation. Le juge ne peut pas se permettre de condamner sur des termes généraux. Donc, l'exercice était délicat, d'autant plus que le débat a été entraîné, comme malheureusement dans beaucoup de types de cas de procès de presse, sur la moralité. Et attaquer Gainsbourg pour sa moralité ou son absence de moralité aurait demandé que les deux plaidoiries, en défense et en accusation et en défense, soient recentrées sur les témoignages. Alors, pourquoi? Parce que, comme il faut se baser sur des faits précis et relever bien toutes les accusations, les témoignages sont essentiels. Qu'est-ce que le témoignage en espèce serait? C'est l'article de presse dans lequel il y aurait une diffamation ou une déclaration à la télévision. Vous l'avez un peu fait. Et donc, quelque part, j'ai trouvé que dans les deux plaidoiries, vous vous étiez déconnecté des accusations de vos témoins, et qui étaient intéressantes. Il y en avait une pour, on va dire, agression sexuelle ou harassement sur ce côté-là. Cette jeune fille malheureuse qui vient témoigner de à quel point, dans sa féminité, elle a pu être meurtrie par Gainsbourg. Un père désolé de ce gâchis artistique, d'ailleurs un nom intéressant, mais qui n'est pas juridique, mais extrêmement intéressant par rapport à Gainsbourg, cette figure maudite de l'artiste qui, face à on va dire, un échec, non pas artistique, mais un échec de vie, un échec d'idéaliste qui ne voit pas dans la réalité l'idéal se manifester, et qui devient effectivement l'individu maudit. Il est maudit de lui-même, il se maudit lui-même. Mais comment cela va entraîner les dérapages de Gainsbourg? Comment on voit bien cette espèce de suicide moral, alors que c'est un homme profondément bon, profondément attaché, profondément aimant, profondément doué. Et c'est ce personnage de Boris Vian qui voit son fils déchu par lui-même, quelque chose d'intéressant, mais vous auriez pu le travailler, d'ailleurs, ce témoignage, sur comment Gainsbourg exprime cette déchéance et comment cette expression porte atteinte ou pas à la liberté d'expression ou pas. Est-ce qu'elle en est un abus? Alors que de l'autre côté, vous aviez quand même un très beau rôle, celui du défenseur de l'artiste, défenseur du poinçonneur, qui montre quoi? L'humanité de Gainsbourg.
ce personnage dont Boris Vian, d'ailleurs, se plaint d'avoir perdu, c'est le Boris Vian du Poinçonnet qui, s'arrêtant au métro, voit cet humain que personne ne regarde, alors que Boris Vian est encore au Flore en train de boire des pots avec ses amis parce qu'il est de la haute. Et Gainsbourg s'arrête devant les gens, les regarde et en fait de la poésie et leur donne de la parole. Et Gréco, qui, sur cela, ramène aussi sur la fragilité des relations entre Gainsbourg et les femmes, ou l'inverse, au demeurant. Plutôt d'ailleurs l'inverse, comment les femmes se mettent en position de fragilité de Gainsbourg, objet de désir, je suis meurtri, objet de non-désir, je suis reconnu dans mon art, comme si les deux n'étaient pas possibles en même temps, alors qu'avec Birkin, ça a été des périodes et de reconnaissance et d'affinité sexuelle et de la reconnaissance et d'affinité en tant que talent artistique, et parfois les deux en même temps. Cet équilibre, malheureusement, je le dis en tant qu'avocat, là, ne se retrouve pas dans la défense, qui avait très bien commencé par un angle d'attaque qui était très intéressant, c'était de tirer la grossièreté du personnage encore plus loin, et de jouer l'outrance, encore plus, et en tant que défenseur de la cause, pour quelque part minimiser l'accusation et la faire paraître comme une espèce de petite plainte grotesque et ridicule au regard de ce que serait vraiment l'outrage et la grossièreté d'un individu complètement azimuté et déconnecté de son personnage d'artiste. Et est-ce que Gainsbourg, et c'était là la question peut-être dans la liberté d'expression, est-ce que Gainsbourg en était déconnecté de son personnage d'artiste pour qu'il puisse retenir, comme vous l'avez tout à l'heure suggéré dans votre accusation, qu'il dépassait cette condition-là pour ne devenir qu'un simple, on va dire, humain normal, débloquant et débattant des conneries à la télé. Des conneries à la télé. Donc, vraiment, c'est un exercice extrêmement complexe auquel vous vous êtes confrontés. Je trouvais que vous l'avez fait tous les deux de manière, avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'intelligence, beaucoup, évidemment, un art oratoire que vous commencez à maîtriser, je trouve, de manière assez impressionnante. Mais malgré tout, pour ce rattachement au témoignage, pour ce travail, on va dire, juridique autour de la plaidoirie, je pense que l'accusation a une meilleure plaidoirie que mon confrère de la défense, bien que vous ayez été vraiment parfaitement brillant, mais je trouvais que vous n'avez pas assez achevé l'intention que vous avez eue et qui me semble être un très bon angle d'attaque de défense quand vous avez, on va dire, introduit votre plaidoirie. En tout cas, je vous félicite tous les deux, mais la voix... Le verdict. Le verdict. C'est maintenant? Oui. Ça, c'est ma mission. Moi, je vais faire un petit préambule. Je vais penser d'abord à Whitney Houston, qui sur un plateau de télé s'est fait agresser sexuellement par Serge Gainsbourg. Je vais penser à Catherine Ringer, qui s'est fait insulter de façon épouvantable par ce grand artiste. Je pense aussi à la Banque de France, qui a vu quand même un billet se faire voler et c'est totalement illégal. Donc bref, tout pour tout ça, effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, Serge Gainsbourg, au XXIe siècle, aurait pu passer devant un tribunal, être condamné, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il est inadmissible, et c'est tant mieux, que les femmes se soient traitées de cette façon-là, publiquement sur un plateau de télé. Je vous rappelle qu'à l'époque, ça faisait rigoler. Il y avait des femmes et des hommes qui considéraient que Serge Gainsbourg, finalement, était dans son... Bon, Serge Gainsbourg est mort, ce qui n'est pas le cas de Roman Polanski, etc. Donc, Serge Gainsbourg étant mort, paix à son âme, mes collègues et moi-même, nous avons pensé que, avant toute chose, c'était un grand artiste. Et un grand artiste puissant, reconnu partout. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Serge Gainsbourg en tant que poète, en tant que peintre aussi, c'était un peintre et il aurait aimé être considéré comme peintre. Bref, reste son talent, et pour ça, on a décidé de ne pas le condamner, de considérer qu'effectivement Serge Gainsbourg, dans sa tombe, était un homme libre qui ne finirait pas en prison et pas menotté.
Pas deux, oui. Je vais enlever ma robe d'avocat pour reprendre le rôle de présidente. J'aimerais tout d'abord vous remercier, chère Jumet, d'avoir pu être présente ce soir. C'est toujours un honneur de vous recevoir et c'est très enrichissant pour nous en tant qu'orateurs de pouvoir prendre toute cette expérience que vous avez et de pouvoir nous améliorer d'année en année grâce à votre expérience. Donc merci infiniment d'avoir pu faire ce déplacement. Et j'aimerais remercier donc, tout d'abord les orateurs qui ont fait un travail exceptionnel encore une fois. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont dans l'ombre, mais qui ont tous des petits pulls verts, là, qui sont ici ce soir, qui ont organisé tout ce procès. Et voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe qui est formidable, qui nous a organisé un procès qui était digne de ce nom. Et on leur a dit au début d'année, si vous ne faites pas les choses, vous en subirez les conséquences, mais si vous les faites bien, vous pourrez aussi avoir les applaudissements que vous méritez. Alors merci encore à vous.